Bonjour à tous, vous pouvez respirer à fond, c'est le magazine Grand Air dédié au sport de montagne en tout genre. Aujourd'hui, on va parler de la montagne avec deux auteurs de livres qui viennent de paraître aux éditions Glénat. Pierre Muller, bonjour. Bonjour. Guide de haute montagne, médecin urgentiste, secouriste. Vous venez de publier Secours en avalanche aux éditions Glénat, un livre pour lequel vous avez recueilli beaucoup de témoignages de secouristes impliqués dans des avalanches dramatiques qui ont marqué l'histoire de la montagne. Une belle façon aussi de rendre hommage à ceux qui prennent des risques pour tenter de sauver des vies. C'est votre premier livre, Pierre ? Oui, c'est mon premier livre. Bon, en face de vous, il y a quelqu'un qui n'en est pas à son premier livre. Jean-Michel Asselin, bonjour. Bonjour. On les compte encore à votre niveau ou pas ? Oui, de temps en temps. Mais j'avoue que je ne sais pas le nombre. Bon, beaucoup, en tout cas, journalistes, alpinistes, qui, à l'occasion des 70 ans de la première ascension de l'Everest, signent une histoire de l'Everest aux éditions Glénat. Je l'ai dit, on aurait presque pu mettre histoire au pluriel, Jean-Michel. Hein, il y a des petites et des grandes histoires dans ce livre. Il y a un peu tout ça. Liées au toit du monde, un sommet emblématique qui fait rêver de nombreux alpinistes. On pourrait d'ailleurs imaginer que George Everest, qui a donné son nom à cette montagne, était un de ces alpinistes. Pas du tout, je crois qu'il n'a même jamais vu le sommet. Il n'a jamais vu la montagne. Non, c'est un peu paradoxal. Non, c'est un fonctionnaire très gentil, un peu souffreteux, un peu bougon, qui en fait a pris sa retraite et qui s'est vu attribuer le nom de la montagne par son successeur qui travaillait au Survey of India, l'organisme chargé de cartographier l'Himalaya. Et pour lui faire plaisir, à ce brave homme, on lui a donné au pic 15 le nom d'Everest, chose pour laquelle il n'était pas très content parce qu'il a dit « Ah non mais Everest, personne n'arrivera à prononcer ce nom-là, les Népalais, les Tibétains, Everest ça leur ira pas ». L'histoire lui a donné tort. Eh oui, c'est devenu un des noms les plus prononcés, les plus célèbres dans le milieu de la montagne. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une avalanche au cours de votre carrière, Jean-Michel ? Oui. Oui. 2 fois. 2 fois pris dans une coulée ? Oui. Ça laisse quoi comme souvenir ? Justement, c'était à l'Everest, vers 8400 mètres. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Pas plus que ça. J'ai ni été angoissé ni rien. C'est juste que le sol est parti sous mes pieds. Et j'ai l'impression que c'était comme du yaourt. C'était très, très, très curieux. Et voilà, ça s'est arrêté, et moi aussi. Pierre, ça vous est arrivé aussi dans votre carrière de guide de haute montagne ? À 2 reprises, moi-même. Et effectivement, j'ai ressenti un peu la même chose que Jean-Michel. Hein. Je me suis senti partir, j'ai senti le sol qui se dérobait. J'étais jeune, ça s'est arrêté assez rapidement dans les 2 cas. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression. Et pas plus de peur, ni plus d'angoisse que ça, mais content d'être en vie. Bon, les histoires d'avalanche ne se terminent malheureusement pas toujours aussi bien que vos 2 expériences. L'avalanche est un phénomène naturel qui fascine autant qu'il fait peur, Jean-Michel. Oui. Parce que d'abord, une avalanche, parfois, c'est très beau. Quand on la regarde de loin, c'est un phénomène extraordinaire. C'est violent, c'est beaucoup de fumée et tout ça. C'est très, très spécial. Mais après, il ne faut vraiment pas être dedans, quoi. Ça, c'est clair. Là, on voit des images d'une série d'avalanches parce que c'est un phénomène qu'on a du mal à comprendre. Même les scientifiques ne sont pas des experts du déclenchement d'avalanches. Quand on voit ça, Pierre, on se sent impuissant face à la force de la nature. Oui, tout à fait. On se rend compte des proportions gigantesques que ça peut prendre quand on voit comme ça des phénomènes de propagation à distance. Et souvent, on n'imagine pas que l'appui d'un skieur puisse faire partir tout un versant de la montagne et se finir beaucoup plus loin en bas. On l'a vu récemment au Dôme de Miage, hein, et on le voit régulièrement dans l'hiver, surtout ces avalanches de neige froide. Alors même quand on pense avoir sécurisé un pan de montagne, on est parfois surpris par une avalanche. Une image pour illustrer ça, elle date de 2015. On est en Autriche sur une étape de la Coupe du Monde de freeride. Le Français Julien Lopez vient de sauter une barre rocheuse. Bon, c'est mal réceptionné, ça fait partie du jeu. Il remonte chercher ses skis. Et puis là, mystérieusement, j'ai envie de dire, la face dégringole complètement. Une face qui avait été sécurisée en amont. Alors heureusement pour lui, il va s'en sortir sûrement avec une grosse frayeur, mais sans trop de problèmes. Pierre, en tant que guide de haute montagne, vous avez participé à la sécurisation d'événements ou de shooting vidéo en haute montagne.
ça ne doit pas être évident de placer le curseur de on peut y aller ou c'est trop dangereux. Oui, en effet, c'est très dur et on le voit régulièrement. On est surpris régulièrement. Récemment, à l'extrême de Verbier, sur le bec des Rosses, un accident aurait pu très mal se terminer et fort heureusement a épargné tout le monde. Mais oui, les tirs peuvent fragiliser le manteau neigeux sans le déclencher et on dit que le tir est négatif, mais pourtant, voilà, le terrain reste miné et là, on le voit, il a été skié, parcouru et Julien Lopez qui remonte la pente, il a appuyé il a mis son pied sur la mine qui a déclenché une avalanche qui aurait dû ne pas repartir, mais voilà. Alors là, c'est toujours Julien Lopez, parce que c'est un peu un habitué de ces avalanches impressionnantes qu'il déclenche. Alors là, pour le coup, c'était pas en compétition, c'était dans le cadre d'un shooting vidéo, donc avec aussi toute une équipe qui le filmait, et où il va se faire, là aussi, une très grosse frayeur. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ces images, Jean-Michel. Oui. Voilà, il a cru échapper à la coulée. Et puis non. Et malheureusement, l'avalanche qui peut aller très vite, une onde comme ça, ça va beaucoup plus vite qu'un skieur lancé à pleine vitesse. Oui, tout à fait. La masse d'air qui se déplace devant l'avalanche, l'aérosol peut dépasser plusieurs centaines de kilomètres/heure. On l'a vu. Je le décris dans l'avalanche de Niseko, là, qui a emporté ma femme Léonore. Et oui, en effet, elle n'a pas été recouverte par la neige, mais elle a été littéralement catapultée en avant par le souffle de l'avalanche qui précédait la coulée de neige. Ça m'est arrivé au Pakistan aussi, une énorme chute de sérac au pied des tours de Trango, littéralement pulvériser le camp de base où on était en train de dormir alors qu'on n'était pas du tout couvert de neige, mais c'est simplement le déplacement d'air qui a ratiboisé notre camp de base. Il suffit de voir comment ça casse les arbres, ça casse les maisons pour se rendre compte que c'est pas un petit truc, quoi. Il y a un organisme en France qui s'appelle l'ANENA qui recense les accidents d'avalanche. Il y a une trentaine de morts en moyenne chaque année dans nos montagnes. Alors, il y en a eu 27 pour cet hiver 2023, donc on est dans le bon ratio. C'est un chiffre finalement assez stable depuis des décennies, alors que le ski hors-piste, la randonnée à ski sont des activités qui ont vraiment explosé. Ça veut dire quoi, Pierre, qu'on est plus prudent, qu'on a de meilleurs moyens de prévention ? C'est difficile de tirer des conclusions, d'autant que 2020 a été une année beaucoup plus meurtrière. Il y a eu beaucoup plus d'accidents mortels en avalanche en 2020, ce qui a suivi le pic de l'augmentation de l'activité. Ouais, il n'y avait pas de station de ski ouverte, donc beaucoup de gens sont partis. Beaucoup de gens se sont mis au rando. D'ailleurs, les fabricants ont vu la vente de leur matériel littéralement exploser. Je pense que si les années qui ont suivi montrent de nouveau un petit tassement, c'est probablement que effectivement les gens skient avec du matériel de recherche et de secours. Ils ont appris à s'en servir. Je pense qu'on a des bulletins météo qui sont quand même très fiables, malgré le contre-exemple. Enfin, le bulletin était fiable, mais qui montre les limites des prévisions. On l'a vu sur l'avalanche de l'Armancette. Je pense quand même que ces informations-là circulent, que les gens sont plus au fait des dangers, apprennent un peu mieux à les déjouer, peut-être sortent aussi beaucoup avec des professionnels de la montagne. On se rend compte depuis 2-3 hivers qu'on n'est peut-être même pas assez nombreux pour répondre à la demande de ski de randonnée, tellement elle a explosé. Donc les gens sortent avec des professionnels et puis peut-être ont des outils pour déjouer un peu mieux les dangers. On partage aussi, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, il y a une base de données, je parlais de l'ANENA, mais il y a un site géré par Alain Duclos, qui est un spécialiste des avalanches, qui collecte beaucoup de données. Je crois qu'il y a près de 5000 accidents d'avalanche qui sont recensés, avec justement beaucoup d'informations pour essayer de se faire une idée un peu plus précise de l'état du manteau. Ça doit jouer, Jean-Michel, aussi dans le fait proportionnellement moins de personnes victimes de ce phénomène. Je pense que ça joue. Puis je pense aussi à des phénomènes comme par exemple qui sont relativement nouveaux, qui ont à peine 10 ans d'existence, mais qui sont les airbags. Beaucoup de gens maintenant accèdent à ça, même si c'est encore assez cher. Et visiblement, c'est quand même très protecteur. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on a un airbag et un DVA, un détecteur de victimes dans la hanche,
qu'il faut y aller, quoi. Il y a quelques précautions à prendre. Alors, on pourrait penser que les mois de janvier ou février, où il y a le plus de neige, sont forcément les plus propices aux accidents d'avalanche. Si on se réfère à cet hiver, sur les 27 victimes, il y en a eu 11 rien que sur le mois d'avril, donc 40% sur la fin de saison. Et vous l'évoquez, l'avalanche la plus meurtrière, ça a été le 9 avril au Dôme de Miage, dans la vallée de Chamonix, qui a fait 6 victimes. On voit des images de cette avalanche monstrueuse qui est partie tout en haut du sommet. Je crois que les skieurs étaient sur la pente sommitale et puis ont été emportés par cette coulée monstrueuse. 2 guides de haute montagne dans ces 6 victimes. On retrouve souvent des guides dans les victimes d'avalanche. C'est quoi? C'est lié à la statistique? Plus on y va, plus on prend le risque d'avoir ce type d'accident? Oui, les guides, en fait, quand on embauche un guide, c'est pour faire du ski hors piste, du ski de randonnée. Donc, effectivement, les guides passent, pour certains, plusieurs centaines de jours par an sur les skis, et toujours en hors piste, et toujours en terrain glaciaire et exposé. Donc, statistiquement, effectivement, ils sont plus exposés, et ça se voit dans les chiffres. Malgré tout, ce sont des professionnels qui connaissent et savent déjouer les dangers dans la plupart des cas, et qui sont quand même un garant de sécurité, au moins pour les gens qui ne connaissent rien à l'environnement montagne, ou pour d'autres qui ont de l'expérience mais qui veulent aller plus loin, pousser un petit peu leurs limites. Alors, déjouer tous les dangers de la montagne, c'est pas toujours possible. On l'a vu à l'Armancet. Le risque zéro en montagne n'existe pas et n'existera jamais, pas plus avec un guide. On le réduit, mais on ne l'annule pas. Et là, tout était réuni pour qu'ils passent une parfaite journée en montagne. Le risque était de 2, la météo était parfaite, le niveau de leurs clients adapté à la course. Et voilà, ils n'ont pas eu de chance. Il y a une part de fatalité dans les accidents, dans certains accidents d'avalanche. Ouais. Oui. Alors, ça c'était en fin de saison, au printemps, mais des grosses avalanches peuvent aussi survenir l'été. Vous évoquez dans votre livre celle du Mont Maudit en 2012. On voit les images sur la voie normale d'accès au Mont Blanc, qui avait fait 9 victimes. Pourtant, on était en plein mois de juillet, là, Pierre. On est en plein mois de juillet, mais on est à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc là-bas, juillet, ça ne veut pas dire grand-chose. Il suffit d'un coup de vent, il suffit d'une baisse des températures, d'un nuage qui s'accroche pour qu'on se retrouve en l'espace de quelques heures en hiver à ces altitudes. Donc non, à plus de 4000, les saisons existent moins. Il peut faire très froid, et d'ailleurs on le voit régulièrement, même en été, des alpinistes présentant des gelures, présentant des pathologies liées au froid. Donc ça veut dire que le Mont Blanc et les sommets à plus de 4000, c'est pas à prendre à la légère. Il faut y aller couvert, il faut y aller avec des grosses chaussures, il faut y aller avec du matériel d'hiver, et puis quelquefois même avec un DVA quand il a neigé sur ces pentes très exposées. Mais là, voilà, c'est l'été, on s'équipe pas forcément de DVA, et pourtant une avalanche vient surprendre des alpinistes. Mais là aussi, il y a une part d'imprédictibilité, puisque c'est a priori peut-être un sérac qui aurait déclenché la coulée. Alors, un sérac, vous me direz, au Tacul, au Maudit, c'est pas forcément totalement imprévisible. Mais c'est pas pour ça qu'on renonce à y aller. Ce sont des accidents qui, là, dans le cas du Mont Maudit, mobilisent beaucoup de moyens humains. Quand il y a plusieurs personnes perdues sous des mètres de neige, il faut vraiment mettre en place une grosse machinerie. Oui, et puis il faut des moyens humains, mais il faut aussi des moyens héliportés, parce que tous ces gens-là, il faut les monter à plus de 4000. Il n'y a pas de remontée mécanique à ces altitudes, il n'y a pas de chenillettes qui peuvent monter. Donc tous les gens qui se retrouvent sur le théâtre d'intervention sont forcément venus en hélicoptère, en sachant qu'un hélicoptère à cette altitude ne peut pas prendre plus de 3 secouristes d'une traite. Il en faut des rotations, et puis il faut faire appel aux hélicos des pays limitrophes, et la solidarité transfrontalière, là, elle s'est mise en place très très vite, et de façon absolument remarquable, et ça a permis de monter des gens, suffisamment de personnes pour pouvoir faire des vagues de sondage. Vous l'évoquez à plusieurs reprises dans votre bouquin sur ces opérations de secours. Là, on voit les images, on a l'impression que c'est tranquille, mais ils risquent aussi leur vie. Les secouristes, une suravalanche n'est jamais impossible. Oui, effectivement, quand on est sous les séracs du Maudit, et quand on pose 60 secouristes sous les séracs du Maudit, on a dans un coin de la tête
cette angoisse. Hein, et moi, ça m'est arrivé au Dôme des Écrins, comme ça, de passer des heures sous les séracs à rechercher des gens ensevelis sous des décombres de glace. On met toujours un vigile qui regarde et qui nous prévient. On anticipe des zones de refuge vers lesquelles on se déplace en cas de départ d'avalanche. Mais effectivement, c'est angoissant pour les secouristes. Et surtout, souvent, dans ces cas-là, on cherche des morts, des cadavres. Donc, risquer la vie de secouriste pour retrouver un corps, ça se discute. C'est des discussions qu'on peut avoir sur une opération. Bien sûr, comme je l'évoque dans l'avalanche de Zinal. Et en Suisse. En Suisse, hein, on est prêt à sauver des gens, pas forcément toujours à n'importe quel prix. Surtout quand l'issue est fatale presque à coup sûr. Mais voilà... mon livre parle aussi de miracles et d'issues heureuses, et ce qui montre bien que quelquefois, il faut trouver cet équilibre entre l'audace et un petit peu de retenue aussi dans l'élan. Parce que l'espérance de vie sous l'avalanche est très faible. Hein. On parle de quelques minutes en général. Une quinzaine de minutes, je crois, enfin, à peu près. Quoi. Oui, c'est ça, une quinzaine de minutes, 80% au-delà, 80%, il y a 80% de mortalité. Ouais. Mais voilà, on se bat pour ces 20%. Quelques pourcents qui peuvent permettre de sauver des vies. Pour retrouver un humain, vivant ou mort sous plusieurs mètres de neige, le flair d'un chien est souvent plus efficace que les sondes des secouristes. On est toujours là sur l'avalanche du Mont Maudit. Il y a eu beaucoup d'images, puisqu'il y avait des journalistes pour l'émission Mission d'urgence de France 3 qui étaient présents avec les secouristes ce jour-là. C'était le hasard. On ne meurt pas forcément que d'asphyxie dans une avalanche comme celle-là, Pierre. Non, en particulier celles qui se produisent sur des terrains aussi accidentés que la pente du Maudit, raide avec de la glace, des crevasses. Et donc, effectivement, une grande part de la mortalité vient du traumatisme, hein, surtout pendant la phase de transport, c'est-à-dire au moment où l'avalanche se déclenche jusqu'au moment où vous allez être immobilisé et enseveli. Toute cette phase de transport, elle est très traumatogène. Hein, et nous... on considère les avalanchés, même qu'on ressort a priori indemne de la neige, comme des potentiels traumatisés sévères, hein, et on leur pratique de façon systématique un scanner du corps entier, à la recherche de lésions qui peuvent passer inaperçues. Quand on est médecin de montagne, sur ce type d'accident, il y a une formation spécifique ou on se forme sur le tas ? Non, alors on est formé aux hôpitaux du Mont-Blanc où je travaille, donc à Sallanches-Chamonix et à Briançon où j'ai travaillé avant pendant de nombreuses années. En fait, on constitue une équipe de médecins habilités à monter dans l'hélico et à faire du secours en montagne, en se reposant au départ sur des médecins qui ont déjà une grosse expérience de médecine préhospitalière, de SMUR, donc des médecins urgentistes, et en plus on évalue leurs compétences montagne, c'est-à-dire que les médecins qu'on juge capables de partir seuls en intervention aux côtés des gendarmes sont aussi évalués. Quand on valide l'aspect médical, on va aussi après valider l'aspect technique montagne avec des gendarmes. Le fait d'être guide de haute montagne et médecin, j'imagine que pour vous, c'est un atout sur ce type de terrain. On l'a vu sur ces images, on est forcément confronté à la mort quand on fait ce type d'activité. Vous arrivez à prendre du recul. La montagne, c'est un petit milieu. Chamonix, on a malheureusement parfois l'occasion d'intervenir sur des secours concernant des personnes, j'imagine, que vous pouvez connaître. Comment on arrive à gérer ce type de situation ? On arrive à le gérer jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose qui vous bouleverse, hein, la mort d'un enfant, celle d'un ami proche, comme mon ami Jérôme dont je parle dans le livre, qui était médecin et guide comme moi à l'époque à Chamonix. En fait, on pense être prêt, on pense avoir tout vu, et un jour on voit quelque chose qui nous touche au plus près et au plus profond, et justement on attache de plus en plus d'importance, et c'est bien, à cet aspect, à ce traumatisme psychique, hein, auquel sont confrontés les équipes de secours ou les personnels hospitaliers et les médecins, les infirmières, lorsque une situation particulière peut toucher de près le psychisme de l'individu et le déchirer. Et tout ce travail de raccommodage, il est long et il nécessite d'être reconnu et d'être pris en charge précocement. Et c'est quelque chose qui
auquel on attache maintenant, et heureusement, de plus en plus d'importance, notamment dans les équipes du PGHM. Vous évoquez la mort d'enfants. C'est malheureusement parfois le cas en avalanche. Il y a quelques années, en 1998, on voit les images au-dessus de la station des Ors. Une avalanche avait emporté une classe de neige de la région parisienne qui était hébergée dans un centre UCPA dans les Hautes-Alpes. 11 morts, dont 9 enfants de 13 à 15 ans. Le responsable de cette sortie, c'était un guide de haute montagne, Daniel Forté. Ça a été le premier guide à être mis en prison suite à un accident. Il a fait quelques jours de prison préventive. Vous l'avez rencontré, Pierre, hein, vous en parlez de cette avalanche dramatique dans le livre. Oui, je connaissais Daniel Forté parce que je l'avais rencontré avant à l'UCPA. J'avais fait de l'escalade à l'UCPA dans les calanques quand j'étais tout jeune. Puis j'avais commencé la formation pour être moniteur d'escalade et j'avais été encadré à l'époque par Daniel, par Michel Subiette. Et tous ces gens-là m'ont communiqué leur passion de faire ce métier et ils m'ont encouragé dans cette voie et à devenir guide. Donc c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément de sympathie. Quand il lui est arrivé ce drame, j'ai été bouleversé pour lui, pour ses proches, pour sa famille. Mais j'étais aussi assez admiratif de voir à quel point il avait endossé seul cette responsabilité, alors qu'il n'était pas le seul, ni adulte, ni professionnel, à encadrer cette sortie. Il y avait un moniteur de ski, il y avait des profs. Mais voilà, il a endossé tout seul cette responsabilité dignement et ça a été extrêmement difficile. Et j'ai rencontré un homme complètement bouleversé, déchiré par cet événement Il sera condamné à 2 ans de prison avec sursis à l'issue d'un procès très, très médiatique. Jean-Michel, la responsabilité juridique des guides de haute montagne, on a l'impression qu'elle est de plus en plus mise en avant, que l'aspect, la fatalité dont on parlait n'est plus recevable par la société, en tout cas de moins qu'avant. Il y a une judiciarisation qui est quand même de plus en plus présente. Elle est probablement due à un système des assurances, etc. Il faut maintenant systématiquement trouver un coupable, trouver un responsable, et dans n'importe quel accident, eh bien, les assurances vont se retourner, vont obliger les gens à se retourner contre quelqu'un, ce qu'il faut. On y pense, ça, Pierre, quand on exerce le métier de guide de haute montagne, comme vous, d'un probable procès, si jamais il se passe quelque chose avec un de vos clients, un accident Évidemment, bien sûr que c'est quelque chose qui est tout le temps présent à l'esprit, selon les destinations, les clients aussi, parce que j'ai l'habitude de travailler aussi avec une clientèle un peu internationale, des Nord-Américains notamment, et on sait à quel point là-bas, les affaires peuvent être judiciarisées et les demandes d'indemnité peuvent être complètement, quelquefois, délirantes. Dans le domaine de la médecine, c'est pareil, et il y a une judiciarisation de plus en plus importante, et puis ça ne nous permet pas toujours de travailler sereinement. C'est pas une bonne évolution pour vous, ce type de pratique? C'est une évolution normale et logique. Elle suit un cours, voilà. C'est sociétal, voilà. Je pense que l'objectif, c'est pas forcément mais voilà, de se prémunir de ce risque en se protégeant, en expliquant que nos décisions ont été le fruit d'une réflexion et pas simplement du doigt mouillé. Tout ça nous permet éventuellement de nous défendre. Donc voilà, c'est un fait, à nous de nous préparer. Bon, l'UCPA qu'on voyait sur ces images des Ors avait déjà été le théâtre d'une avalanche historique en 1970, en février 70, à Val d'Isère. On voit ces images où 39 personnes étaient mortes, des stagiaires du CPA, alors qu'elles prenaient leur petit déjeuner dans le centre de vacances. C'est pas un cas isolé, ces avalanches qui ravagent des bâtiments. On parlait tout à l'heure avec Jean-Michel de la puissance d'une coulée de neige. Vous évoquez le cas d'un village corse en 1938 qui avait été rayé de la carte par une coulée. Alors c'est vrai qu'on n'associe pas forcément la Corse avec les avalanches, et pourtant. Et pourtant, oui, la Corse...
faut dire aussi qu'elle ressemble pas, enfin un village à 500 mètres d'altitude en Corse dans les années 30-40 ne ressemble pas à un village de Castagnic ou de Corse d'aujourd'hui. Hein. Les prés raides qui dominaient le village étaient pâturés à l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'arbres depuis, il y a moins de pastoralisme, donc les arbres ont poussé. Maintenant, en allant voir le village, on n'imagine pas qu'une avalanche ait pu descendre de 500 mètres aussi bas, voilà. Peut-être aussi qu'il faisait plus froid. Cette année avait été particulièrement enneigée et arrosée en Corse. La Corse, faut quand même le savoir, hein, et il y a eu beaucoup de neige cet hiver en Corse et est exposée au fameux retour d'Est. Donc en Corse, il peut neiger beaucoup sur un retour d'Est, même encore maintenant. Jean-Michel était en Corse il y a quelques jours encore, mais bon, il y a moins de neige, on était en fin de saison. Là. Alors en février 99, 31 personnes sont mortes à Galtur, en Autriche, une station autrichienne. Elles pensaient être tranquillement à l'abri dans leur chalet. Même scénario quelques jours avant dans la vallée de Chamonix, au hameau de Montroc. On voit là ces images de cette coulée qui avait dévalé jusqu'en bas de vallée. Avalanche très meurtrière, puisque 12 personnes présentes également dans leur chalet avaient été victimes de cette coulée complètement rasée. Ça paraît improbable de se retrouver pris dans une avalanche alors qu'on est tranquillement chez soi. Bah oui, bien sûr, ça paraît complètement improbable. En même temps, voilà, il y a des avalanches centenales, bicentenales, tricentenales qui nous rappellent que régulièrement, à intervalles plus ou moins longs, une avalanche peut descendre jusqu'au fond d'une vallée et menacer, traverser même le cours d'eau, remonter de l'autre côté. C'est ce qui s'était passé à Montroc avec l'avalanche du Pécloret. Et voilà, quand on accorde des permis, quand on organise la répartition des habitats dans la vallée, il faut avoir ça présent à l'esprit et remonter plus loin que la mémoire d'une génération. Alors c'est différent. Le cas d'avalanche que j'évoque, vous les traitez dans le livre, vous avez rencontré, vous n'étiez pas forcément acteur de ces secours, mais vous avez rencontré des témoins ou des secouristes qui sont intervenus sur chacune de ces drames. Oui, bien sûr, c'est l'avalanche de Montroc. Je travaille avec le PGHM de Chamonix, donc forcément, je travaille régulièrement avec des gens qui sont intervenus sur cette avalanche. Donc, on a le temps, à la DZ des Bois, quand on n'a pas d'intervention, de parler de ce qui s'est passé, de comment les choses s'étaient passées. Et ces récits enrichissent notre expérience, enrichissent notre répertoire de possibles. Et du coup, j'avais à cœur de les partager dans un livre, de mettre tout ça, tous ces récits. Pour chacun des récits, en fait, je connais un des acteurs qui m'a parlé de son avalanche, et j'ai eu envie de mettre tout ça dans un livre. On se plonge dedans, même si effectivement ce sont souvent des événements dramatiques, on se plonge dedans avec plaisir, j'ai envie de dire, en tant que lecteur. Des avalanches très meurtrières, il y en a aussi en Himalaya, Jean-Michel, hein, notamment autour de l'Everest. Là, on voit des images très spectaculaires filmées par un alpiniste au camp de base de l'Everest. C'était le 25 avril 2015, avec une énorme coulée qui est venue balayer le camp de base. Là aussi, assez improbable, parce que normalement, les camps de base sont installés à des endroits un peu protégés. Oui, enfin, il faut quand même dire que le camp de base de l'Everest est dominé par un col qui s'appelle le Lola, et d'où partent régulièrement des coulées. Donc, et c'est très impressionnant. Moi, j'en ai vu une seule fois, et on voit l'aérosol arriver. Donc, tout le monde rentre dans sa tente, et quand on ressort, on est vraiment couvert de givre et tout ça. C'est très, très impressionnant. Alors celle-là, par contre, ce n'est pas de l'aérosol. Voilà, ce n'était pas que de l'aérosol. Il y a eu 16 morts sur cette avalanche au camp de base, avalanche qui avait été déclenchée par un tremblement de terre. Oui. Là aussi, c'est quelque chose d'assez imprévisible. L'année d'avant, énorme avalanche aussi un tout petit peu plus haut sur la voie normale de l'Everest. On voit cette coulée importante qui est venue balayer la voie d'accès. En fait, là, on est pratiquement au camp 1, donc au-dessus de la cascade de glace, vers 6100 mètres. Et il y a souvent des avalanches qui tombent soit du Nupsé, soit du versant ouest de l'Everest. Et moi, ça m'est arrivé une fois, je voyais l'aérosol qui arrivait sur moi. Et en fait, j'ai sauté dans une crevasse, petite crevasse, et tout est passé. Mais il y avait quelqu'un qui était pas loin de moi, et qui a énormément respiré de l'aérosol et qui s'est retrouvé avec une sorte de pleurésie tellement il avait absorbé de neige.
Et on peut se noyer sur ce type d'écoulement, Pierre? J'ai jamais entendu parler de noyade dans l'aérosol, mais on peut imaginer effectivement qu'on ait des symptômes qui s'en approchent, et notamment à ces altitudes où chaque alvéole a son rôle à jouer et est importante. Donc d'en imaginer certaines gelées ou remplies de cette neige pulvérulente, ouais. Par contre, ça paraît complètement dérisoire de voir les gens s'abriter là dans leur tente, un frêle abri face à la montagne qui s'écroule, hein, mais en même temps, voilà. On est impuissant. Que faire d'autre, on ne sait pas. Ouais. On sait que dans quelques secondes, la coulée va arriver sur soi. Cette deuxième avalanche en 2014 avait quand même tué 16 Sherpas. On en voit certains se faire engloutir un peu plus loin sur le plateau. Heureusement, l'Everest n'est pas qu'un théâtre d'avalanche. C'est une montagne que vous connaissez bien, Jean-Michel, pour y être allé à plusieurs reprises. Vous avez passé, vous le dites dans votre livre, l'équivalent d'une année de votre vie à essayer de gravir l'Everest. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Sachant qu'une expédition dure à peu près 2 mois, 2 mois et demi pour certaines. Donc oui, j'ai passé pas mal de temps. Vous y êtes allé, un peu trop. Vous y êtes allé à 5 reprises. On voit là des images de la voie normale de ce sommet. Il y en a 2. Hein. Il y a celle-ci et puis il y en a une autre par le col nord de l'autre côté. Je crois que vous avez tenté les deux accès. Voilà, les 2 accès. Je suis allé une fois sur le versant tibétain, donc la voie un peu historique, puisque c'est sur cette voie que les Anglais ont d'abord commencé à grimper dès 1921, et c'est là qu'en 1924 ont disparu le fameux Mallory et Irvine, son compagnon de cordée, sans qu'on sache pour l'instant sont-ils ou non allés au sommet. Ça reste parmi les gros mystères de l'Everest. On a bien sûr retrouvé le corps de Mallory en 99, c'est-à-dire quand même quelques années après sa disparition. Et en fouillant dans ses poches, etc., on n'a toujours pas eu la clé de l'énigme. Il y a juste une petite indication. C'est qu'il avait une photo de son épouse, Ruth, et il devait la poser au sommet. Or, dans ses affaires, on n'a pas retrouvé cette fameuse photo. L'a-t-il posée à un endroit quelconque ou au sommet ? Bon, pour l'instant, on n'a pas les réponses. Il faudra attendre de retrouver peut-être l'appareil photo de Sandy Irvine et développer les fameuses photos. On voit quelques images du corps de Mallory qui a été retrouvé par une expédition, vous le disiez, il y a quelques années, qui est resté sur place. Hein. Qui est resté pratiquement intact. On aurait dit un peu une statue de marbre. Ouais, comme une momie. Il avait juste le ventre qui avait été, on va dire, bouloté par les grands corbeaux. Mais sinon, il était c'était très étonnant, quoi. Il était un peu dénudé. Mais en revanche, il y avait encore ses lunettes dans sa poche, son mouchoir avec marqué Mallory. Vraiment, c'était très touchant. Cet appareil photo que vous évoquez qui pourrait apporter la preuve oui. ou pas que le sommet de l'Everest a été vaincu en 1924 et pas en 1953, ce qui rendrait d'ailleurs votre livre un peu obsolète, Jean-Michel, puisqu'on ne serait plus à 70 ans d'anniversaire. Vous y consacrez un chapitre. Vous avez, vous, chez vous, dans votre collection personnelle, un appareil photo qui pourrait être... J'ai effectivement un Kodak Vest Pocket, qui est l'appareil en question, Kodak Vest Pocket autographique, parce que c'est un appareil qui dispose d'un petit stylo et on pouvait, en actionnant une trappe, marquer quelque chose sur la pellicule. Et on retrouvait donc, au moment du développement, vous marquiez sommet de l'Everest, et ben vous étiez, voilà, vous saviez où vous étiez. Il se trouve que j'ai obtenu cet appareil photo dans des circonstances un peu étranges et que l'appareil provenait probablement, même très certainement, du Tibet. Et comme il n'y a pas énormément de gens qui se sont baladés au Tibet avec un Kodak Vest Pocket dans les années 20, qui sait ? Il y avait la pellicule, non, avec ? Non, j'ai pas la pellicule. Donc le mystère reste, reste entier. Votre première tentative, en tout cas, à l'Everest, c'était en 1989. Hein, vous aviez 37 ans à l'époque. Alors, ce ne sont pas ces images-là. Ça doit être les images juste d'avant. Qu'on va retrouver. On va retrouver les images de Jean-Michel. Voilà, c'est ça. 1989, le col Nord. Col Nord. Première expérience à l'Everest. Vous alliez
là pour tenter de gravir le sommet? Voilà, on était une grosse expédition, il y avait beaucoup de gens, des gens très forts. Je me rappelle qu'à côté de nous, il y avait quelqu'un qui s'appelait par exemple Hans Kammerlander, qui a été un des compagnons de Reinhold Messner, type extrêmement fort. Sauf que là, on avait un tout petit problème, c'est qu'il y avait beaucoup de neige. Et on a brassé de la neige pendant des semaines et des semaines. Et en fait, c'était impossible et personne cette année n'est allé au sommet. Mais c'était une expérience intéressante que de... On vous voit là, vous aviez un peu froid. Oui, j'avais un petit peu froid. À peine. Ouais. Mais c'était marrant parce que quand je vois aujourd'hui encore des images de ces passages que les gens maintenant gravissent plutôt au printemps, sont des passages entièrement rocheux. Ça donne d'autant plus de relief à l'exploit qu'a accompli Reinhold Messner en 1980, lorsqu'il a réussi l'ascension de l'Everest sans oxygène, en solitaire. Et là, c'était vraiment du solitaire. C'est pas du solitaire comme il se pratique aujourd'hui, avec des cordes fixes, sur des voies qui sont déjà... non, là, il était tout seul au camp de base. Il y avait sa copine, qui s'appelait Nena Holguin, et qui l'attendait dans un coin. Et lui, il est parti, et il a fait le sommet dans des conditions redoutables. Alors ça, vous racontez aussi, c'est le dernier chapitre du livre, Pourquoi je ne suis pas allé au sommet. Ça concerne donc vos 5 tentatives. Vous n'avez pas vraiment la réponse à cette question? Non, si, j'ai la réponse. J'ai la réponse parce que, d'une part, j'étais pas très bon, et puis d'autre part, parce que... Vous êtes resté à 50 mètres de Voilà, je suis resté à 50 mètres, sommet, mais pour des raisons un peu triviales, c'est parce que j'étais embauché pour faire des photos d'un grand alpiniste qui voulait dormir au sommet. Mais il se trouve que ce grand alpiniste qui voulait dormir au sommet, ce jour-là, il n'est pas monté. Et comme j'étais avec un autre compagnon et un Sherpa et qu'on montait quand même pas mal de matériel pour que ce grand alpiniste puisse dormir au sommet, et que moi j'étais chargé en appareil photo, j'avais 3 appareils photo, donc j'étais un peu lourd, eh bien on n'avait pas pris de corde pour passer le fameux ressaut Hilary qui fait 12 mètres de haut. On n'avait pas pris de corde, c'était dommage parce qu'on était les premiers à passer, donc la montagne n'était pas équipée. On s'est retrouvé au pied du ressaut Hilary, un peu... gros gens comme devant, quoi. Ouais. Parce que le grimper, ça me semblait tout à fait possible. Mais le descendre, je me suis dit qu'on n'y arriverait pas. Et quand 2 amis espagnols sont arrivés derrière nous avec une corde et qu'ils ont gravi le ressaut Hilary, pour nous, c'était trop tard. Il était 15h30. Ça faisait à peu près 3 heures qu'on était au-delà de 8007 sans oxygène. Et donc, on est redescendu sans le sommet. Et j'ai vu les 2 copains espagnols, dans le beau temps, s'échapper vers le haut. C'était formidable. Ça reste un regret de ne pas avoir suivi leurs traces Oui, fondamentalement, ça reste un regret. Mais en même temps, aujourd'hui, ça n'est plus que du bonheur parce que j'ai été recraché vivant par l'Everest. Et puis, j'étais avec mon copain Bruno et on faisait cordée. Donc, quand il m'a dit on redescend, je ne me suis même pas posé la question. On redescendait tous les 2. Bon, j'aurais été un grand alpiniste et tout ça. J'aurais dit Bruno, attends-moi là, et puis moi j'y vais, et puis je reviens. Je fais la tour 50 mètres, c'est vrai que ça paraît rien. C'est 1h30 quand même. Mais voilà, à ces altitudes-là, ça demande un petit peu de temps et d'engagement. Pierre Muller, vous avez baroudé un peu partout sur la planète. Est-ce que vous avez tenté de gravir l'Everest comme Jean-Michel Asselin? Moi, j'y suis allé il y a quelques années avec mon collègue et ami Manu Pellissier. On emmenait un client américain sur le versant chinois de l'Everest. Et l'objectif, c'était pas d'aller au sommet, c'était un vieux monsieur, c'était de l'emmener au col Nord, donc à 7000 mètres d'altitude. Et malheureusement, on n'y est pas arrivé. Le client en question était très malade, on a dû rebrousser chemin. Voilà, mais sinon, j'ai eu d'autres occasions de me rendre au Pakistan où j'ai été d'ailleurs victime d'une avalanche. Gravir le toit du monde, c'est quelque chose qui vous manquera si vous n'y arrivez pas dans votre carrière ou... Non, non, pas spécialement. J'ai une fascination pour l'histoire de la conquête de cette montagne et notamment pour mon collègue Hornbein, Tom Hornbein, qui vient de décéder et qui était anesthésiste et alpiniste et qui a vaincu l'arête ouest de l'Everest et qu'on a fait la première ascension à peine 10 ans après la première ascension. Donc c'était en 63, je crois, Hornbein.
Et donc j'ai de la fascination pour ces récits, j'ai moins d'attrait pour la montagne comme elle se présente en ce moment et comment elle est gravie en ce moment et tout voilà, ça ne m'attire moins que d'autres montagnes du monde. Rembrandt qui a donné son nom à un des 2 grands couloirs qui descendent du sommet de l'Everest. Je crois que la première fois où vous êtes allé, Jean-Mi, vous avez même ramené un petit bout de corps humain de votre expédition. J'avais au pied du col Nord, justement, j'avais retrouvé, pas que moi, on était plusieurs à avoir retrouvé un corps qui était enroulé dans sa tente et qui était le corps de Maurice Wilson, un alpiniste donc, qui est mort dans les années 30. Il s'était rendu tout seul au pied de la montagne, il avait essayé de la gravir, et comme c'était pas un alpiniste, c'était juste un illuminé sympathique au demeurant, eh bien il est mort dans sa tente aux alentours de 7000 mètres. Les Anglais l'ont retrouvé 1 an après, ils l'ont mis dans une crevasse. Il a bougé un petit peu parce que la crevasse, le glacier descend. Les Chinois l'ont retrouvé en 75, l'ont remis dans une crevasse. Et en fait, en 89, eh bien, il avait fait à peu près 550 mètres de dénivelé. Il était en bas de la montagne, il n'irait pas plus loin. Donc il est là-bas, voilà, tranquille, Wilson. Et par hasard, un petit bout de, voilà, un petit bout de son corps. On a un petit bout de Wilson pour le déposer quelque part au sommet de l'Everest. Manque de bol cette année, comme personne n'est allé au sommet de l'Everest, Wilson n'a pas atteint le sommet. Mais en revanche, moi qui avais oublié un petit morceau, je l'ai posé au sommet de l'Obiou, 2793 mètres. Et donc Wilson a atteint un sommet des Hautes-Alpes. Bon, vous l'aviez retrouvé par hasard en rentrant en France. Voilà. Ce petit bout d'os, ça c'était pour l'anecdote des corps. Il y en a beaucoup là-haut au sommet de l'Everest, ou même en dessous, parce que c'est très compliqué de redescendre un cadavre. On peut s'imaginer que c'est très compliqué, d'autant qu'ils sont souvent pris dans la glace, etc. Alors, il y a à peu près 300 personnes qui sont décédées sur l'Everest. Certains ont disparu dans des crevasses, etc. Mais d'autres sont restés. Et curieusement, ils constituent des sortes de bornes. Il y en a un qui est très célèbre, qui s'appelle Green Boots, chaussures vertes, parce qu'il portait des Koflak, c'est la marque de la chaussure en plastique verte fluo. Eh bien, ce personnage est dans une espèce de petite grotte, on va dire. Et les alpinistes qui font l'arête nord de l'Everest, à un moment, quand ils sont à son niveau, ils savent qu'il leur reste tant de temps, je ne sais pas si c'est 2 heures ou autre. Donc Green Boots est un indicateur. C'est terrible en même temps. Des cadavres qui humanisent un petit peu cette route de l'Everest. On meurt parfois dans l'indifférence, au-dessus de 8000 mètres. C'est-à-dire qu'au-dessus de 8000 mètres, les gens n'ont pas vraiment les mêmes réflexes et la même logique qu'en bas. Ils sont souvent dans des états un peu incertains. Et donc, oui, c'est arrivé que des gens croisent quelqu'un qui visiblement est en train de mourir et qu'ils le saluent tout bonnement. Et puis peut-être au retour, on verra ce qu'on peut faire pour lui. Mais non, on ne peut plus rien faire pour lui. Ouais, c'est le cas de David Sharp, notamment. David Sharp, voilà. En 2006, une quarantaine d'alpinistes sont passés devant lui, mourant, et on continue jusqu'au sommet. Et, quand ils sont repassés à la descente, il était décédé. Pierre, des secours à plus de 8000 mètres d'altitude, c'est quasiment impossible. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Il faut des équipes très entraînées, des équipes. Il faut être acclimaté aussi. Il faut être acclimaté, il faut de l'oxygène parce que être capable de faire plus que de s'occuper de soi-même à 8000, comme le dit Jean-Mi, c'est compliqué. Et d'avoir suffisamment de ressources pour être capable de s'occuper de quelqu'un d'autre au-delà de 8000, ça nécessite une énorme forme, beaucoup de marge. Et peu de gens, et pour la plupart des Népalais, sont capables de tels exploits. Oui, puis l'hélicoptère, normalement, ne peut pas voler si haut. Même si j'ai découvert en lisant une histoire de l'Everest, Jean-Michel, qu'un hélico s'est posé, on voit ces images, en 2005, au sommet de l'Everest. Il a posé un patin, et alors c'est un hélicoptère français, un Eurocopter, et le pilote était français, Didier Delsal, il s'appelle, et c'est incroyable. Il l'a fait à 2 reprises. Il l'a fait une première fois, et il l'a refait le lendemain, parce que les gens avaient un peu des doutes. Donc pour homologuer
homologué son histoire. Il a posé 2 fois un patin au sommet de l'Everest. Il n'est pas descendu, mais il est resté quelques minutes comme ça en... Ah ben, valait mieux pas qu'il descende, parce que je pense pas qu'il était très équipé. Hein. L'hélico, ils avaient viré à l'intérieur tout ce qui pouvait peser du poids. Lui avait 2 bouteilles d'oxygène, et puis vogue la galère, et c'était formidable. Bon, il faut noter aussi que, par exemple, Angelo Darigo, qui était un pilote de deltaplane, a volé à 9000 mètres, donc au-dessus de l'Everest. Pas mal quand même. Est-ce que Didier Delsal, qu'on a vu célébrer cet exploit, compte comme un sommiteur ? Est-ce qu'il fait partie des statistiques ? Il fait partie de quelqu'un qui s'est posé au sommet de l'Everest. Non, je ne pense pas qu'il rentre dans les sommitaires. Je dis ça parce qu'il y a un décompte très précis du nombre de sommiteurs qui ont atteint le toit du monde, et puis les autres 8000. Oui. C'est une Anglaise, Miss Hawley, qui avait initié ça. Absolument, Miss Elisabeth Hawley, qui a vécu au Népal pendant toute sa vie. Elle est morte récemment, il y a 2 ans, je crois. Et elle a... absolument répertorié toutes les ascensions qui se faisaient, pas que sur l'Everest, mais sur toutes les montagnes du Népal. Et aujourd'hui, je crois en 2022, elle répertoriait quelque chose comme 11 340. Voilà, ascension. J'ai noté dans votre livre. Mais ce qui est marrant, c'est que en fait, ça ne représente pas 11 000 et quelques grimpeurs. Ça ne représente que 6 500 et quelques grimpeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de doublons sur l'Everest. Il y a beaucoup de gens qui le font 2, 3, 4, 5, 10 fois. Donc, ce n'est que 6 000 et quelques grimpeurs. Et quand même, sur les 10 000 ascensions, 5 000, un peu plus de 5 000 sont le fait de Népalais, Sherpas ou autres ethnies népalaises. Il n'y a que 134 Français qui ont gravi l'Everest, d'après ces statistiques, et 8 sans oxygène, dont 12 femmes. Donc voilà, ça reste encore quelque chose d'assez exceptionnel pour un alpiniste français d'aller au sommet. Les premiers, en tout cas officiellement, à avoir foulé le toit du monde, ce sont Hilary et Tenzing, avec cette photo célèbre du sommet. C'est pas Hilary, le néo-zélandais, qui est en photo, c'est le Sherpa Tenzing. Mais non, parce que comme Tenzing ne savait pas bien manier un appareil photo, et Hilary a pensé très justement que c'était peut-être pas au sommet de l'Everest qu'il allait lui apprendre à faire une mise au point et régler un diaphragme. Bon, valait mieux que la photo effectivement soit réussie, parce qu'elle a fait le tour du monde. Cette nouvelle a mis 4 jours à arriver jusqu'en Angleterre avant d'être diffusée grâce à un message codé. Aujourd'hui, alors des réseaux sociaux et de l'instantané. Aujourd'hui, vous pouvez téléphoner du sommet. Ça paraît fou. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est parvenue à un moment clé pour l'histoire de l'Angleterre. C'était le couronnement de la reine Elisabeth II. Et en fait, cette victoire sur l'Everest a été perçue comme un présage heureux pour le règne d'Élisabeth. Et ça a été vraiment une grande fête quand les Britanniques ont appris que Hilary Tenzing avait été au sommet de cette montagne. Ça a été vraiment perçu comme ça. On les voit là, Hilary et Tenzing, dans une des photos publiées dans le livre, parce que vous êtes allé faire aussi une recherche iconographique. Oui, c'est Marion Blanchard, l'éditrice, qui a fait un travail iconographique exceptionnel. Bon, les Français, ils ont été les premiers à 8000 en 1950, mais ils mettront 28 ans avant d'aller au sommet de l'Everest. C'était en 1978, sous la houlette, on le voit en photo, de Pierre Mazeaud, ancien ministre, chef d'expé, qui deviendra le 72e sommiteur. Il y avait aussi un alpiniste médecin comme vous, Pierre, dans cette expo, Nicolas Jäger, qui s'est permis de fumer plusieurs cigarettes. Alors ça me paraît incroyable de pouvoir fumer à pratiquement 9000 mètres d'altitude. Je me tourne vers le médecin. Est-ce bien raisonnable ? Oui, c'est de la provoque, pourquoi pas. Il espérait que sa photo fasse le tour du monde. Il a réussi son pari. Il a réussi son coup, Jean Afanasieff, effectivement, Nicolas était un grand fumeur. Et Jean Afanasieff aussi. Jean Afa aussi. Et Pierre Mazeaud, moi j'ai quelques photos de lui où on le voit, la cigarette au bec. Je pense qu'à l'époque, on fumait à 8000 dans la tente. Il n'y a pas d'interdiction de fumer en montagne. 8848 mètres, c'est l'altitude aujourd'hui de l'Everest, qui a longtemps été sujet de discussion. Et on ne donnait pas forcément la même altitude suivant le pays où on était. Suivant les méthodes de mesure. C'est ça qui était très compliqué. Et alors, les Chinois mesuraient d'une certaine façon, les Népalais d'une autre. En fait, et puis après, vous aviez toutes les expés
en gros, qui voulaient mesurer l'Everest. Ça se fait au Mont Blanc, ça se faisait à l'Everest. C'est le grand truc. En général, on arrive à gratter comme ça quelques subventions. Et voilà. Bon. Après, ce qui est très intéressant, c'est quand même de voir qu'en 1875, il y avait donc le Survey of India, cet organisme chargé de cartographier. Et il y avait un Indien qui s'appelait Radhanath Sikar. Et lui, il a, avec des outils vraiment très simples, des théodolites, des relevés avec des bâtons, etc., il avait quand même trouvé l'altitude pratiquement exacte de l'Everest. Il avait trouvé 8840 mètres. Et son directeur, qui s'appelait André Vaughan, a dit oh, on va rajouter 2 mètres, ça fera plus vrai. Ouais, c'est louche, un nombre rond et un nombre rond. Donc ils ont fait 8842. Bon, les scientifiques se sont depuis accordés. On fait souvent des mesures sur l'Everest. On installe des stations météo comme on voit sur ces images. C'est la plus haute du monde qui a tenu quelques mois à 8848 mètres. Donc c'est aujourd'hui l'altitude officielle depuis 2020. Les Chinois l'avaient mesuré 4 mètres en dessous. Il paraît que ils ont augmenté d'autant le prix du permis parce que c'est plus long que prévu. Alors, c'est pas que pour ça qu'ils ont augmenté les royalties. Ils ont augmenté les royalties parce que c'est une bonne source de revenus quand même. C'était un prétexte. Alors, ils se sont dit, il n'y a pas de raison. Hein, ça coûte $10 000 d'un côté. Pourquoi ça coûterait 5 000 chez nous? Ça coûte combien aujourd'hui si on veut s'offrir une expé à l'Everest? Le simple ticket d'entrée vers San Népalais, c'est $10 000 par personne. Donc ça vous donne droit à rien, sinon le droit d'aller sur l'Everest. Alors après, vous ajoutez je ne sais combien de choses, et vous arrivez dans des agences aux alentours de 50 000 € pour le minimum, mais c'est monté jusqu'à 200 000 € pour des prestations. Alors, où on vous amène en hélico, on vous ramène à Katmandou pour vous reposer entre 2 tentatives. Et là, vous avez un Sherpa devant, un Sherpa derrière, 20 bouteilles d'oxygène. Vous commencez à siroter de l'oxygène à partir de 6100 mètres. Bon, voilà. Donc ça coûte très cher. Ouais. C'est l'approche que Pierre évoquait, qui visiblement n'est pas forcément votre tasse de thé. En tout cas, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui est attiré par ce sommet. Il y a cette célèbre photo publiée il y a quelques années. C'est là où vous avez attendu, Jean-Mi, parce que vous n'aviez pas la corde au Rosso Hilary. C'est là, mais il n'y avait pas tant de monde. Hein. J'étais tout seul avec Bruno et un Sherpa, c'est tout. J'avoue que ça fait drôle, quoi, cette photo. Ouais, ça fait drôle, mais... Surtout qu'il faut se croiser, il faut monter et redescendre par le même chemin sur cette... tout à fait, ouais. cette arête. C'est un problème, la fréquentation de l'Everest Écoutez, c'est le même problème que la fréquentation au Mont Blanc. C'est la fréquentation sur des sommets qui sont emblématiques, qui portent une symbolique monstrueuse. Mont Blanc, le toit de l'Europe, etc., même si c'est l'Elbrus en réalité. Mais bon, et l'Everest, le toit du monde. Qu'est-ce que vous voulez? Ça attire les gens. Il y a plein de gens qui ne feront dans leur vie que le Mont Blanc, puis après, ils ne feront plus jamais d'alpinisme. Et il y a plein de gens qui ne feront que l'Everest et plus jamais d'alpinisme. C'est comme ça. Bon. C'est aussi une source économique importante, j'imagine, pour les pays concernés. On parlait du Népal. Oui. Et les Sherpas, depuis une dizaine d'années, se sont emparés de la chose. Et bon, alors c'est très bien pour eux parce que du coup, voilà, ils organisent l'expé de A à Z. Ils ont leur propre guide et ça se passe plus ou moins bien. Eux n'hésitent pas sur le plan des hélicos, de tout ce qu'il faut. Ils mettent les moyens. Ils mettent les moyens. Pierre, Jean-Michel évoquait la régulation, en tout cas le monde sur les sommets emblématiques, le Mont Blanc. La façon de réguler l'afflux chaque été pose problème aux professionnels de la montagne. Il y a le maire de Saint-Gervais qui veut presque fliquer. On le voit là avec des fois des secouristes du PGHM qui viennent un peu faire la police sur la voie d'accès au Mont Blanc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que guide de haute montagne? Moi, je suis d'accord avec Jean-Michel. C'est une montagne qui attire, voilà, parce qu'elle a une symbolique forte. On ne peut pas l'empêcher. Après, c'est toute la démagogie sur aussi la façon dont on vend le sommet et dont on vend l'ascension. Hein. On dit que le Mont Blanc est facile et combien de gens viennent nous voir en disant le Mont Blanc c'est facile. Je suis obligé de leur dire non, le Mont Blanc c'est pas facile. Donc le Mont Blanc c'est pas facile. Le Mont Blanc ça peut être dangereux. Donc voilà, le Mont Blanc, ça doit être un chemin dans un parcours d'alpiniste, mais pas uniquement une case à cocher. Hein, et il faut qu'on sorte un petit peu de cette chose-là, et nous, les premiers, les guides, peut-être, hein, d'être un peu moins démagogiques quand on vend cette ascension.
Et voilà, et pour ça, pas forcément, la réponse, c'est pas forcément de plus l'équiper pour la rendre moins dangereuse, mais plutôt de la réserver à des alpinistes un peu plus expérimentés, et quand ils ne le sont pas, accompagnés de professionnels. Là, on voit les images d'un bivouac de jeunes alpinistes qui avaient bivouaqué à l'automne au sommet du Mont Blanc. Ça avait créé aussi la polémique. Le maire de Saint-Gervais les a attaqués en justice. Ça vous a choqué, Jean-Michel? Moi, ça m'a choqué, mais ce qui m'a choqué encore plus... L'attaque en justice ou le fait d'aller bivouaquer au sommet du Mont Non, Blanc? l'attaque en justice. Le fait d'aller bivouaquer au sommet, pourquoi pas? Ça va, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont tué personne. Bon. Mais je suis plus choqué encore par la condamnation... Pas la condamnation, le procès intenté à Christophe Profit, qui a subtilisé 3 pieux. Qui avait été mis par ses collègues pour sécuriser la voie normale. Mon Dieu, quel drame a-t-il fait? Quelle forfaiture a-t-il commis? Non, il a enlevé un symbole, c'est tout. Faut arrêter de délirer. Monsieur Payex, restez tranquille dans votre mairie de Saint-Gervais. Maire de Saint-Gervais. On pourrait imaginer enlever les cordes fixes sur une voie normale en Himalaya ou à l'Everest. Par exemple, ça pourrait être un geste un peu symbolique aussi, ou là, ça peut être dangereux. Mais là, vous vous feriez engueuler par les Sherpas. Ouais. Enfin, plus il s'est fait engueuler par ses collègues guides, Christophe Profit, quand il a fait ça. Voilà, bon. Revenons à l'Everest pour finir. On ne va pas dévoiler toutes les histoires, mais il y a beaucoup de records qui se sont déroulés sur cette montagne. Des records d'âge. Aussi, le plus jeune sommiteur de l'Everest, je ne sais pas si vous savez quel âge il peut avoir, Pierre, à votre avis? Je ne sais pas. J'ai une petite idée, mais je vais... C'est assez extraordinaire, c'est 13 ans. 13 ans. Ouais. C'est un Américain qui s'appelle Jordan Romero et qui est monté avec son père et sa belle-mère au sommet de l'Everest par la voie du versant nord, par la voie donc tibétaine. Pourquoi pas? 13 ans, et le plus ancien à 80 ans. C'est un Japonais qui s'appelle Mura. Yuichiro Mura. Voilà, qui fut également, alors ça je l'ai appris dans votre livre, le premier à se risquer à ski sur les pentes de l'Everest en 1970. Vous évoquez cet épisode. Alors je suis allé rechercher les images parce qu'il y a eu un film qui a été réalisé au cours de cet exploit, on peut le dire, avec une descente qui est pour le moins assez inattendue. Il fait un tout droit. On voit les fixations de l'époque, c'était des lanières pour attacher. Et puis sur une pente très raide, il a décidé, on le voit là, d'aller tout droit. Droit dans le pentu. Droit dans le pentu, et pour se ralentir, il va ouvrir tout simplement un parachute, comme les avions quand ils atterrissent sur un porte-avions. Ça marche, le parachute pour... On fait des virages normalement. Non, c'est assez drôle, quoi. Mais en revanche, ce que je peux admirer chez Mura, c'est cette incroyable longévité qu'il a par rapport à l'Everest. Alors j'ai appris que son père, à ce garçon, avait fait le Mont Blanc à 99 ans. Ah bah ça lui laisse encore un peu de Donc marge. il y a une espèce d'hérédité, on peut dire ça comme ça. Bon, ça aurait pu s'arrêter très vite sa carrière, puisque le parachute n'a pas suffi à arrêter. Voilà, on voit les skis. Une chute où on est sur des pentes là, tout part à volo. Au-delà de 40 degrés, j'imagine. Dans les 40 degrés. Dans les 40 degrés avec de la glace. Donc le ski, ça déchausse, mais ça reste attaché avec la lanière. Donc voilà, il va s'offrir une petite pirouette en forme de kamikaze. C'est la plus belle chute probablement à l'Everest. Puis on admire le sang-froid du cadreur qui n'a pas dévié de sa trace, il ne tremble pas, il continue à suivre notre ami japonais qui s'en sortira finalement très bien. On évoquait le couloir Orbagne, il a été descendu de façon plus classique, on va dire, en snowboard, par Marco Siffredi, un Français également, dans les années, fin des années 90. Ouais, mais alors là, par contre, Marco Siffredi, qui avait déjà gravi l'Everest l'année précédente, et qui avait descendu ce qu'on appelle plutôt le couloir Norton. Donc, on l'a vu, enfin, les Sherpas l'ont vu disparaître très très vite, et on ne sait pas ce qu'il est advenu. Est-ce qu'il a fait une chute? Est-ce qu'il a déclenché une avalanche? Bref, on ne l'a pas retrouvé. Donc, ça a été très triste pour tout le monde, parce que c'est un personnage extrêmement attachant. Bon, il fait partie de ces corps qui sont restés sur la montagne, et il y a une part de mystère. Mais le Hornbein a été descendu quasiment sur les fesses par 2 alpinistes suisses, Erhard Loretan et Jean Troilet, qui ont mis du sommet jusqu'au camp de base quelque chose comme 3h30, en courant littéralement. Vous l'évoquez aussi, cet épisode sur les fesses dans des pentes à 40 degrés. Ce n'est pas à conseiller non plus. Non, pas à conseiller. Pour ceux qui voudraient redescendre. Il fallait s'appeler Loretan ou Troilet. De l'Everest. Il y a Jean-Marc Boivin aussi qui était descendu en quelques minutes du sommet. Avec un parapente. Avec un parapente. Alors ça, c'est une très belle aventure aussi.
Voilà, le premier vol de l'Everest en parapente. Aujourd'hui, il y en a eu plusieurs, dont celui remarquable de Claire Bernier et son mari de l'époque, Zébulon, alias Bertrand Roche, qui sont partis du sommet versant nord, tous les deux en biplace et qui ont fait un vol merveilleux. Eh ben, on peut retrouver les histoires de l'Everest, je le mets au pluriel parce qu'il y en a plusieurs dans le livre de Jean-Michel Asselin, et puis les histoires aussi d'avalanche dans le livre de Pierre Muller, tous les deux parus ces dernières semaines aux éditions Glénat. Voilà, Secours en avalanche et une histoire de l'Everest. Si vous aimez la montagne, vous apprécierez, vous plongez dans ces histoires. On reste toujours au rayon librairie, j'ai encore quelques pages à tourner avant la fin de cette émission. Et oui, après avoir parlé des 70 ans de l'Everest, je vous propose de remonter encore un peu plus loin dans le temps avec les traces d'Edward Whymper, connu pour être le premier homme à avoir réussi l'ascension du Cervin. Cet Anglais a ouvert de nombreux itinéraires d'alpinisme au cours de sa carrière, et ce qui lui confère aujourd'hui encore une certaine notoriété. Et on connaissait moins son exploration des montagnes de la Cordillère des Andes. C'est dans ce bouquin qui vient d'être traduit aux éditions du Mont-Blanc, les éditions de Catherine Destivelle, vient d'être traduit en français. C'est ce bouquin qui revient sur ce voyage dans les grandes Andes de l'équateur du célèbre Edward Whymper. Ça avait été écrit en 1892 pour la première édition. Est-ce que vous connaissez Raymond Renaud, Jean-Michel? Bon, forcément, oui. Guide de haute montagne. Personnage étonnant. Des Hautes-Alpes, auteur entre autres de la première ascension de la face nord de la Meige en solitaire en 1969. Il est âgé aujourd'hui de 81 ans. Il vient de publier donc son autobiographie. Je suis un pauvre gamin sans parents, le paria du village à qui on donne par charité une assiette de soupe, mais à qui on ne fait jamais une place à table. Ma place est par terre avec une petite mongolienne du village. Voilà ce qu'il écrit sur son enfance dans ce livre. Bon, cela ne présageait pas forcément d'un bel avenir. Heureusement, l'enfance sauvage. Vous saviez qu'il avait les doigts de pied et de main palmés? Ah non. Ce qui est assez étonnant. Grimper, c'est et qu'il a subi plein d'opérations pour pouvoir grimper. Bon, c'est à lire aussi aux éditions du Mont-Blanc, ce portrait, cet autoportrait de Raymond Renaud. J'imagine que l'épisode des doigts palmés doit aussi être évoqué dans le livre. Allez, 2 derniers bouquins pour finir aux éditions Glénat. Nouvelle paroi de légende signée Stéphanie Baudet et Arnaud Petit, un célèbre couple de grimpeurs encordés dans la vie comme sur le rocher depuis plus de 30 ans. Ils proposent un topo détaillé de 200 grandes voies un peu partout dans le monde, avec une large place quand même, on le voit sur ces images, aux voies françaises. Et puis, pour les randonneurs, parce qu'il y en a aussi qui pratiquent la montagne de façon plus tranquille, Aravis, les plus belles randonnées, signé Catherine et Gilles Lansard. C'est une réédition avec des nouveaux itinéraires sur ce massif des Aravis qui vaut le coup d'être découvert, notamment pendant la saison estivale. Merci à tous les deux d'être venus participer à Grand Air. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Merci. Merci.